Oh Seigneur. Eh ben, ça va? J'étais en train de regarder. Bah, approche-toi, t'es un peu... Te mets pas en retrait. Tu vois, j'étais en train de regarder la pièce spéciale pour le châssis, l'adaptation transmission, comme je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, je t'en reparle encore une fois parce que c'est pas pour te faire chier, c'est qu'on sait jamais, peut-être que t'es jamais venu, peut-être que c'est la première fois que tu viens. Donc cette pièce-là permet de passer d'une transmission BMW à une transmission Mercedes, puisque nous on a des bons Mercedes, parce que voilà, c'est très costaud, on va dire ça comme ça, surtout qu'on a pris ça sur un gros 4x4 V8 diesel. Et en fait, ben les fixations sont pas pareilles, donc il faut réadapter tout ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est lourd. Ouais. Mais en plus de ça, quand on fait une adaptation de transmission comme ça, la plupart du temps, les vis d'un côté vont venir gêner l'emplacement de l'autre. Tu comprends pas? En fait, si tu veux, je vais avoir une plaque de ce côté, une plaque de ce côté. Celle de ce côté, l'avantage, c'est que c'est en croix. En croix comme ça. Je te montre un truc, mais tu regardes pas. Tu vois, c'est en croix. Hop. Donc ça veut dire qu'en fait, les têtes de vis peuvent passer d'un côté, mais de l'autre, c'est carré. Donc ça veut dire que les têtes de vis ne peuvent pas dépasser. Donc il faut creuser la matière pour pouvoir mettre les têtes de vis d'un côté à l'intérieur. Un peu comme la plaque d'adaptation du V8. Et ouais, forcément, quand on fait de l'adaptation comme ça, des fois, il y a des choses particulières. Le problème, c'est que l'acier, avec les machines-outils que j'ai, alors ça marche bien et tout, mais l'acier, ça me plaît pas. Bon, je vais arrêter de dire de la pipe. C'est l'acier, moi, qui me plaît pas trop, donc j'ai commandé ce qu'il fallait pour les faire en aluminium, et de ce fait, on va pouvoir enfin s'occuper des transmissions. Tant qu'on n'a pas cette pièce qui fait une certaine épaisseur, on peut pas faire les transmissions sur mesure. Parce qu'on fait les transmissions en fonction de l'emplacement de la boîte, de l'emplacement du pont, et de la pièce de transmission. Enfin, c'est magique. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous parlerai un peu de la BMW, parce qu'il y a des choses qu'on va faire, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, il y a des choses que j'aimerais faire, et c'est très important qu'on en parle. Bon, aujourd'hui, il va falloir continuer un peu la Manta, enfin la continuer, non, elle est finie. Mais à un moment donné, j'ai eu un joint de culasse, que je croyais être un joint de culasse, évidemment, parce que des fois, on trouve des pannes, et les pannes sont pas celles qu'on croit être. Enfin, la panne, oui, la panne c'était monter des os, mais c'était pas... Le problème, c'était pas le joint de culasse en soi. Les joints de culasse, parce qu'il y en a deux, donc... Et ce qui se passe, c'est que le thermostat s'ouvre trop tard. Et quand il s'ouvre trop tard avec un liquide de refroidissement, on va dire, bas de gamme, le liquide de refroidissement prend du volume. Et oui, parce que je sais pas si tu t'y connais un peu en thermique, on va dire ça comme ça, mais un matériau, un gaz ou un liquide qui prend de la température, sa densité va changer. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, son volume va être plus grand pour la même masse qu'il fait. Et on fait un changement, on va dire, de densité. Et là, c'est un peu ce qui se passe quand on commence à faire chauffer un liquide, il prend plus de place. Quand on le refroidit, il a tendance à se rétracter. Confonds pas avec quand tu mets ta bouteille d'eau dans le congélateur qui gonfle et qui fait péter ta bouteille, ça a rien à voir là. C'est parce que elle se charge aussi en air, si tu veux. Il y a aussi de l'air. C'est plus liquide que en soi. La glace, c'est de l'air et de l'eau. C'est plus pareil. C'est pas du tout pareil. Donc au boulot. Je vous explique un peu le truc de ouf. Alors, il va falloir s'occuper du joint de culasse. En réalité, là, on est déjà loin dans le temps, hein. On est le jour J. Mais ce qu'il va falloir faire, ce qu'on a déjà fait, ça va être enlever les culasses. Sur ce moteur, c'est très particulier. C'est très particulier parce que l'arbre à cam passe au-dessus des vis de culasse côté échappement, il me semble. Côté admission, il n'y a pas besoin de déposer. Côté échappement, on n'a pas le choix. Sur ce moteur, on a une distribution réglable. C'est très rare. C'est très rare. Ça veut dire qu'en fait, c'est à nous de synchroniser notre distribution. C'est un peu plus compliqué. On peut pas vraiment la mettre directement. On a des réglages à faire. C'est très complexe. Le gros avantage de ce système de réglage, ça veut dire qu'on peut raboter nos culasses. Tout en ayant le bon croisement de soupape au bon moment. Et oui, quand tu rabaisses tes culasses, tu réduis la distance entre les poulies du haut et la poulie basse, entre la poulie arbre à cam et la poulie Villebrequin. Et vu que tu réduis la distance, le nombre de dents sur ta courroie, c'est pas forcément la même chose, voire ça tombe entre deux dents, ce qui fait qu'on fait un déphasage
de distribution. Et c'est pour ça que sur ce moteur, on a un système à double galet tendeur. Regarde bien, regarde bien. 2 galets tendeurs. Enfin, 2 galets de réglage. Un juste avant la partie double arbre à cam côté droit et un deuxième au milieu juste avant la partie côté gauche. Donc en fait, ça veut dire que si on a un déséquilibre de hauteur de culasse, même ça, on peut le générer. C'est pas forcément très conseillé d'avoir une culasse rabotée et une autre non, parce que les taux de compression sont différents d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que l'injection va être différente, voire l'allumage aussi d'un côté et de l'autre, et le ressenti du rendement moteur sera différent du droit et du gauche. Enfin, tu vois, c'est tout un truc magique un peu. Le moteur, c'est vraiment un truc de fou furieux fanatique, comme je te le dis, tout simplement. Donc là, on va devoir déposer tout ça. La suspicion du joint de culasse, c'est la montée des os. Ouais, ça monte. Ça monte, et du coup, je partais sur le principe que c'était un joint de culasse. Mais peut-être que c'était pas forcément le cas. Là, j'avais un doute sur les filetages, donc je prends pas de risque. Ah, on est bon. Bon, ce qu'on va faire, on prend 0 risque. On dépose tout, les 2 culasses. Ça, c'est, excusez-moi, j'ai fait un exercice à haute intensité. Je suis à bout de souffle. Donc on dépose tout, on ne prend aucun risque. On dépose tout, on refait tout à neuf. De toute façon, le plus compliqué est déjà fait. On a enlevé la distribution, on a enlevé l'arbre à cam qui gênait les vis. Donc on dépose tout, on contrôle tout, on nettoie tout, et puis après on revise tout, on refait la distribution, on revérifie la distribution qu'elle soit bonne. Ça c'est important. Et une fois qu'on est bon, on croise les doigts pour pas que ce soit une culasse qui soit foutue. Parce que c'est possible. C'est possible. De toute façon, dès qu'on va le déposer tout, on va voir s'il y a un joint de culasse qui est... Comment dire? S'il y a un joint de culasse qui est abîmé, on le voit tout de suite. Normalement, on le voit tout de suite. Donc on va le savoir. On va le savoir. Mais en attendant, les vis ont l'air bonnes. Du coup, le bloc a l'air bon. Il me semblait que j'avais eu des soucis de serrage. J'ai senti qu'il y en avait qui étaient moins durs, qui étaient moins durs que d'autres. On dépose tout. On dépose tout et je suis un peu triste, comme dirais-je. Donc tout est enlevé. Alors ça fait bizarre parce que le moteur est tout en profondeur. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment très très bas. Ça fait un centre de gravité extrêmement bas. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a eu un échange entre l'eau et l'huile, ou l'eau et le cylindre, ou le cylindre et l'huile. On va aller voir après sur les joints de culasse. Vous voyez ici là, oh, merde, je suis coincé.
Là, ici. Le noir ici, là. Là, hop, je peux enlever ça. Ça, c'est les parties de carbone, ça. Donc, s'il y a un défaut quelque part, on verrait comme une espèce de trace de carbone. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je vois rien. Ça m'inquiète. Alors, j'espère que c'est pas autre chose. J'espère que c'est pas un problème de culasse, parce que là, c'est mort. Hein. Là, je jette le moteur. Hein. S'il y a une culasse qui est foutue, enfin, c'est... Ça va me faire chier. Alors, est-ce qu'il y a un souci quelque part? Maintenant, on va aller inspecter les joints de culasse. Mais bon, vu qu'elle a pas beaucoup tourné, je sais pas si on trouvera quelque chose. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une trace de quoi que ce soit? Une trace de quoi que ce soit entre l'eau et le cylindre. Ici, on a un décollement, mais non, c'est pas ça. Là, c'est côté... on le voit, là, c'est côté bloc. Et l'autre côté, c'était côté culasse. Là, on a pas mal d'eau ici. Alors, est-ce qu'il y a une fuite qui est arrivée par là? J'ai pas l'impression. Hop. Peut-être. Peut-être ici, mais non, même pas. Hein. Il n'a pas tourné assez longtemps, à mon avis, pour avoir une information sur le joint de culasse. Le Yorian. Donc celui-là, on peut le poubelliser. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est regarder les culasses. Joint de culasse, bloc. Il ne reste plus que les culasses. Les culasses, donc on va les pencher. On va pencher celle-là. Et on va regarder un peu dessous. Si, on peut regarder dessous. Alors. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui nous indiquerait quoi que ce soit? Il y a une trace du joint de culasse, mais ça c'est parce qu'il était collé. Il n'y a pas de trace de fuite. J'ai pas l'impression. Peut-être? Vous voyez le marron là? Ça c'est l'espèce de colle qu'on a mis. Et peut-être que... Oui, mais ça c'est pareil, ça c'est en décollant le joint, ça. En tout cas, la culasse est propre. Il y avait bien des combustions partout. Hein. On voit que les bougies sont marron. Donc il y avait bien des combustions à tous les cylindres. Déjà, c'est déjà pas mal. Et l'autre, alors. Hop, je te penche, toi, gros enfoiré. Est-ce qu'il y a un souci quelque part? J'ai pas l'impression. Ça c'est un truc que j'aime pas trop. Parce que j'ai pas de fissure de culasse non plus, ni dans le bloc. Donc il faut tout nettoyer, on refait ça bien. Il faut croiser les doigts pour pas que ça réarrive. Si ça réarrive, ça voudra dire qu'il y a sûrement un souci dans le bloc ou dans les culasses. Mais il faut surtout pas que ça réarrive. Sinon là, je suis dans la zobie. Ok, donc là on nettoie tout. Enfin, oui, on nettoie tout, on reprépare tout et on n'a plus qu'à attendre que les pièces arrivent. Gros inconvénient avec ce moteur, c'est que quand tu déposes les culasses, enfin, dans notre cas en tout cas, on a l'arrivée d'eau ici,
Et l'arrivée d'eau là qui remonte ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes culasses elles sont pleines d'eau quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quand tu déposes, ça dégueulera partout. C'est super chouette. Voilà, voilà. Ça c'est trop cool. Donc on n'a pas le choix. Alors ce qui est super bien, c'est que quand on peut rien mettre, mettez du carton. Le carton, ça absorbe tout. Ça absorbe tout. T'en mets plein. T'en mets plein. Il y avait quoi? Il y avait au moins 3 litres. 3 litres qui sont tombés. J'ai mis 5-6 cartons. Ça a tout absorbé. Donc il n'y aura pas de souci après. Donc il faut absolument tout nettoyer. On a passé les coups de tarot à l'intérieur pour enlever les saloperies. Un coup de soufflette aussi à l'intérieur pour les saloperies. La surface, il faut enlever les saloperies. Ensuite, les culasses. Les culasses, il faut repasser un coup sur la surface pour que ce soit très propre, très lisse et regarder si on n'a pas de déformation. Et une fois que c'est fait, on attend de recevoir le matos pour tout remonter. Alors, je veux juste regarder un truc, parce qu'en fait, sur ce moteur, il y a 2 vis différentes. Il y a 2 vis différentes, 2 longueurs différentes. Donc là, j'ai pris des 105 mm de long. La dernière fois, est-ce que j'avais pris des 105 ou j'avais pris des 100? Non, j'avais pris des 105. Donc ce sont les mêmes. Déjà, c'est pas mal. Alors, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est qu'elles sont déjà pleines d'huile, les vis. Il n'y a pas besoin de les lubrifier. Donc à chaque fois je me casse le fion à les tremper dans l'huile, en fait c'est pas la peine, elles sont déjà lubrifiées. Par exemple, si vous allez mettre des vis ARP, si vous connaissez un petit peu les préparations moteurs, on met des goujons ARP dans les culasses pour que il n'y ait pas de soucis niveau arrachement, etc. Et surtout niveau extension. Et sur les vis ARP, on nous fournit une graisse spéciale à mettre sur les filetages. Donc tu mets ta graisse sur tes filetages, tu mets ton goujon au fond sans mettre d'effort. Tu vois, tu le mets au fond, ce qui compte c'est le nombre de filets. C'est ça qui va maintenir ta culasse en place. Ça va pas être l'effort que tu mets dessus, ça va être ton nombre de filets qui va maintenir. Après l'écrasement, c'est ce qui va faire l'étanchéité. Mais ce qui fait le maintien, c'est le nombre de filets. En gros, si vous voulez, la surface de contact. Donc là, tout est propre. Voilà. On a le matos. On est prêt à tout reposer. Donc une dépose comme ça, pour moi, si vous voulez, c'est une demi-journée la dépose. Pour la repose, ça va être pareil, surtout qu'on va redevoir faire le réglage de la distribution pour être sûr. Et normalement, faut croiser les doigts pour plus qu'on ait de soucis. Je croise les doigts. Si on a encore un souci, ça voudra dire que ça vient pas de nos joints de culasse. Et que ça vient peut-être d'un bloc. Mais j'ai vu, il y avait rien sur le bloc. Il n'y avait aucune fissure. Ni rien, regardez, tout est propre, tout est beau. Enfin, quand je dis propre et beau, voilà, je parle des... Enfin, tu m'as compris. Tu m'as compris. Bon, on est le lendemain, hier on a tout monté. Et pour pas oublier de mettre de l'huile, eh ben, j'ai mis le bidon là, tu vois. T'oublies de mettre de l'huile, tu démarres ton moteur, tu jettes ton moteur tout de suite. Voilà, c'est toi qui... Tu fais ce que tu veux, c'est ta voiture si c'est ta voiture, mais celle-là c'est la mienne, donc j'oublie pas. Enfin, j'essaye de pas oublier en tout cas. Ensuite, il va falloir remplir d'eau
En attendant, je charge la batterie. Et après, je repars sur le calculateur moteur. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de voir si j'ai toujours le problème de montée d'eau. Parce que ce que j'avais, c'était le problème de montée d'eau. Et je croise les doigts pour plus l'avoir. J'espère que je l'aurai plus. Parce que si je l'ai encore, là je sais pas ce que ce sera le problème. Ce sera pas un joint de culasse. Déjà, j'ai pas trouvé de défaut sur les... Alors, regarde pas le bordel. Ici, regarde pas, c'est pas intéressant. J'ai pas trouvé de défaut sur les joints de culasse comme on avait vu. Et ça m'inquiète un peu. J'aurais préféré trouver des problèmes. Ah, mauvaise nouvelle, on a toujours le problème. Mais je suis presque sûr que c'est pas le joint de culasse. Et je me demande si la première fois c'était pas aussi pas le joint de culasse. Et ça me fait un peu chier. Parce que si ça se trouve, on a tout fait pour rien. Le problème, c'est que... D'accord, ça déborde. Mais le moteur monte en température. Je regarde sur la gestion, on monte à 90 ou 92 degrés. Ce qui me paraît beaucoup, peut-être. Et après, ça arrive d'un seul coup ici. Et là, il y a une grosse mise en pression. Et je suis en train de me dire, même si le ColorStat, il est neuf, si ce serait pas ce gros enfoiré, tu vois. Parce que c'est bien possible. Si c'est lui, en fait, j'ai changé le joint de culasse pour rien. Les joints de culasse, parce qu'il y a 2 culasses, hein. Les joints de culasse pour rien. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est une fois de plus tout démonter pour arriver au ColorStat qui se trouve... Est-ce que tu vois le tuyau là? Là, avec la vis là? Non, la vis là, c'est le collecteur. Là, le tuyau là, voilà. Au bout de ce tuyau, t'as le ColorStat qui est dedans. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est démonter tout pour récupérer cette saloperie de ColorStat. Et de regarder, donc on va le tester, on va le mettre... En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'eau à bouillir. Avec mon thermomètre laser, on va regarder une température, et si jamais il bouge pas, ça veut dire qu'en fait, ce gros enfoiré, il est coincé. Et s'il est coincé, évidemment, l'eau monte en température. Et quand l'eau monte en température, ça fait une mise sous pression. Même si on est sur du liquide de refroidissement. Et en fait, quand la mise sous pression est assez forte, je pense que le ColorStat, il se décoince entre parenthèses, sauf que ça arrive en pression direct ici. Donc là, ça fait chauffer direct. Alors que l'eau est froide de base, et il n'y a pas de pression. Mais à partir d'un certain moment, ça monte en pression en une seule fois. Et en fait, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Parce que je suis un gros trou de balle. Donc on va faire ça, et puis on regarde, hein. Si ça se trouve, c'est pas ça, mais... Je vois pas autre chose. Et alors, ce qui me ferait chier, c'est que si c'est ça, et qu'en plus de ça, j'ai détruit les joints de culasse, alors ça, ce serait l'apothéose, ce serait l'apocalypse internationale. Donc, on dépose, et puis, de toute façon, qu'on croise les doigts ou pas, franchement, je commence à être épuisé. Je commence à comprendre la programmation de la gestion, donc ça va. On va faire ce qu'il faut, mais je commence à être un petit peu fatigué, tu vois. C'est mental. Comment ça? Regarde, 94 degrés, Ouais. et il est toujours pas ouvert. Ah, C'est à cause de lui, tu vois, il y a écrit 92. d'accord. Bah, tu vois, 96, 97, ben là ça y est, il s'ouvre là. Mais il s'ouvre à 97 quoi. ouais, il devrait s'ouvrir avant, quoi. Alors conclusion, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je suis pas sûr que il y avait vraiment un joint de culasse. Moi ce que je pense, c'est théorique, parce que voilà. Déjà, ça dégueulait uniquement quand le ColorStat avait bien envie de s'ouvrir. Quand il avait envie, il avait pas tout le temps envie. Enfin, il avait envie, on va dire, un peu tard. Et c'est peut-être ça qui faisait qu'on avait une montée directe de pression et qui n'était pas forcément bien. Et je pense que c'est pour ça que ça dégueulait, c'est pour cette raison-là. Je pense que les joints de culasse n'étaient pas à faire et que je les ai fait quand même. Je pense que j'ai perdu du temps alors que j'avais pas à en perdre. Ce qui fait que ça augmente l'intensité du non-envie de travailler sur ce véhicule. Enfin, de la plus envie, parce que ce véhicule, maintenant qu'en plus il est quasi terminé, c'est vrai que on est à la fin, donc ça fait chier à chaque fois d'avoir des petits détails. Pareil pour le réglage carto, j'ai dû changer la bobine alors que c'était pas ça le souci. Ça avait un rapport avec la bobine, ça avait un rapport direct, mais c'était pas la bobine le problème.
Donc là on est bien. Ce que j'avais fait, c'est le calorstat, j'avais percé pour pouvoir évacuer l'air du haut des culasses. Parce que forcément, si on fait chauffer l'intérieur des enfin là où il y a les cylindres, mais que l'air en fait ne s'évacue pas correctement, parce que évidemment il s'ouvre très tard, il s'ouvre à 96 ou 97, d'ailleurs c'est beaucoup trop tard. Et ce que j'ai fait, c'est que pour compenser le liquide de refroidissement qui a une ébullition à je sais pas combien de degrés, mais assez tôt, j'ai rajouté du liquide de refroidissement compétition pour faire un mix des deux et pour éviter une ébullition du liquide. Quand je regarde ma gestion, maintenant, on est dans les 95-96 degrés d'utilisation. À 92, c'est censé s'ouvrir, mais ça s'ouvre un peu plus tard. Et une fois que c'est ouvert, le 96, après on a la régulation, et là, ça reste bien ouvert pour avoir dans les 93-94 degrés. Et c'est une température très haute. D'habitude, moi j'ai l'habitude de travailler sur du 86 degrés ou du 84 degrés. Donc le liquide de refroidissement est moins sollicité dans sa limite d'ébullition. Donc écoute, il fallait le faire. Non, il fallait pas le faire. Je l'ai fait quand même, je regrette pas parce que c'était sympa, comme ça on a pu voir un peu la réouverture du bloc, parce que ce bloc hein, il a 0 km, donc on a pu voir la réouverture. Et évidemment on en a profité pour faire 2-3 trucs aussi au niveau des plexiglas, tant qu'à faire, parce que j'avais un plexiglas fissuré. J'avais fait un démontage du plexiglas pour mettre des écrous freins dessous, et en fait quand je les ai remis, je pense que j'ai peut-être serré un peu trop fort, ou la patte qui était dans le filetage des vis, et qui avait durci, est venue s'écraser en serrant les vis, et venir tu vois, gonfler, paf, et venir faire péter le plexiglas. Donc là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, là, et là il fait froid, il fait combien là? Je sais même pas si c'est... Ah tu vois, il fait 11. Il fait 11. Normalement, j'ai un thermomètre laser. L'échappement, on est à combien? Tu vois, 10 degrés. Et côté admission, ouais, pareil, 10 degrés. Donc là, on va voir s'il démarre bien à froid, ce moteur. Donc là, je rentre gentiment dans mon compartiment. Aïe, aïe, aïe. Là, on va tourner notre petite clé. Bon, déjà, notre compteur marche, c'est déjà bien. Ensuite, ici, la pompe à essence. Et on va voir si lui, il est content de démarrer à froid ou pas. Ah! Il est pas mécontent. Depuis, j'ai plus le problème. Donc le thermostat n'est pas mort en soi, moi c'est ce que je pense, même s'il y a écrit 92 degrés et qu'il s'ouvre à 96 ou 97, c'est le temps que toute la matière en elle-même se mette à chauffer, et surtout c'est le temps du décoincement de base. C'est comme ça que je le vois, si ça se trouve je suis un con et j'ai rien compris. Donc, la voiture est bien. Alors je devais faire des essais sur la voiture, que je n'ai pas fait parce que je suis un gros feignant de la mort. Non, en fait, avec le temps, avec machin, j'ai plein de trucs à penser. Je me suis renseigné pour plein de choses, pour l'ouverture d'entreprise, je vous en parle tout de suite après. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ces essais-là, parce que les essais, j'ai l'habitude d'en faire dès que je sors un véhicule. Et il y a un autre gars, si tu veux, qui fait aussi des bagnoles, et qui avait fait des essais, il y a pas longtemps d'ailleurs, je pense que vous êtes la plupart au courant, Benjamin Workshop. Et ben, il m'a invité au siège Michelin pour venir faire les essais dans sa GT40. Et franchement... Hello! Ça va être pas mal. On va faire un petit tour. Allez. C'était une super journée, parce que tous les deux on construit des véhicules, on construit d'une façon différente, mais au final on a la passion de la construction, donc on a quand même quelques points communs, et ça faisait super plaisir. On se parle de temps en temps, et on savait pas trop comment se voir. Au début il m'invitait à l'époque auto, je voulais pas y aller parce qu'en fait me déplacer pour voir des voitures,
Je trouvais que la perte de temps était trop importante par rapport au peu que ça m'apportait. Moi, je suis vraiment mécanique pure, donc il me fallait du temps. Il me fallait du temps, et je peux pas perdre du temps pour si peu. C'est comme ça que je le vois. Voilà, chacun le voit comme il veut. Moi, c'est comme ça que je le vois. Par contre, faire des essais dans une voiture faite main, il m'aurait dit c'était dans une McLaren, dans une Lamborghini, dans une machin, je serais pas venu. Ça m'intéresse pas. Là, c'est une voiture faite par quelqu'un. Les sensations sont différentes. On est là sur est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que machin? Est-ce que si? Donc c'est pour ça que j'y suis allé et ça m'a fait super plaisir. C'était vraiment trop super. Alors niveau BMW, là ça va être important. La BMW ça va être important parce que je vois à chaque fois en commentaire, ouais tu devrais ouvrir une cagnotte, tu devrais machin. En fait, je peux assurer cette voiture, mais je peux pas l'assurer pour un délai court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je vais travailler dessus et que je vais être en manque, il va falloir que je fasse rentrer un autre projet qui me prendra peut-être 1 an, donc on perd encore 1 an sur cette voiture. Et je me suis dit, ce serait quand même pas mal de pouvoir avoir la BMW pour 2023. C'est largement possible, largement. Je pense que c'est possible. La BMW pour... on va dire fin 2023, si j'ai le budget, c'est largement possible. Donc peut-être que j'ouvrirai une grosse cagnotte, ce serait vraiment bien. J'essaye de voir, déjà j'ai été contacté par des entreprises pour tout ce qui est vêtements, donc on aura des vestes avec la voiture dessus ou le logo ou machin, on verra ensemble. J'aimerais bien que tout soit fait ensemble, qu'on voit un peu tout ce que vous avez envie d'avoir. C'est quand même mieux, je trouve, de voir en fonction de vous. Par exemple, au début, à la cagnotte, ce que je voulais intégrer, c'était les essais circuits. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je dois faire des essais circuits avec réglage géométrique. Il y a du passage au banc avec réglage cartographique. Et après, il y a les essais sur circuit finaux. Et ça, en fait, c'est un truc que je suis censé faire tout seul. Mais je me suis dit, ce serait quand même pas mal de les faire avec pas mal de monde. Avec des personnes, par exemple, avec peut-être toi, pourquoi pas. Et du coup, il y aurait réglage géométrique, passage au banc, et après passage sur circuit. L'objectif de base que je voulais faire, privatiser le circuit. Comme ça, on n'est que avec la BMW, et derrière, on n'est pas gêné par les autres véhicules. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit... Et si plutôt je prenais pas, par exemple, une quinzaine ou une vingtaine de mecs, ils viendraient avec leur voiture, et moi je ferai mes essais sur circuit, donc à des moments je dirais stop, je rentre sur la piste, je viens faire mes essais, après je fais mes réglages. Le temps de faire mes réglages, il y en a pour 10 ou 20 minutes, voire plus. Donc entre temps, les autres gars, ils continuent à tourner sur circuit. Et à la fin de la journée, pour les réglages géométriques, je fais monter des mecs dans la BMW où on roule tous ensemble après sur circuit à la fin du réglage géométrique. Le réglage géométrique, par contre, ça va être un rodage moteur, surtout aussi. Ça veut dire que je vais faire beaucoup de tours de circuit, mais ce seront des tours à moins de 3000 tours minute. En gros, je dépasserai pas les 150 ou 140 km/h. Parce qu'il faut faire le rodage avant le passage au banc. Après, on a le passage au banc. Alors là, le passage au banc, j'hésite encore à faire gagner une personne parmi la cagnotte, qui fait que elle serait présente et je lui explique tout sur la gestion, comment la régler, comment faire attention à ça, comment faire attention à ci, à machin, etc. Ça pourrait être pas mal. Pareil pour le réglage géométrique, s'il y en a que ça intéresserait, qui font partie du lot, plutôt que d'aller faire de la piste avec leur voiture, de voir comment faire les réglages. D'ailleurs, les sensations avant et après réglage sont des trucs qui pourraient être sympas. Et à la fin, les essais libres. Donc là, la voiture est terminée complète. On serait tous sur piste, ou sinon, privatisation du circuit, et on monte tous dans la voiture, chacun notre tour. Mais c'est pas pareil. Donc ça, pareil, c'est un truc qu'il va falloir mettre au clair, je pense, avec vous, pour savoir ce que vous voulez. J'aimerais bien que, si je monte un truc, ce soit quelque chose que vous avez envie. Je pense que c'est quand même mieux, et c'est un truc qui me plaît plus. C'est plus sympa d'avoir plusieurs mecs sur le circuit. En fait, si vous voulez, ça me permettrait de pas payer le circuit complet, parce que là, je paye au moins 7000 € la journée, à peu près, ça dépend des circuits, et ça me permettrait d'avoir du monde, donc le circuit reste vivant le temps que je fasse mes réglages, donc en fait, on perd pas du temps, et pareil, pour rouler ensemble, c'est quand même plus sympa si on est tous ensemble, et en plus, si à chacun votre tour, vous montez dedans, tous ceux qui font partie du circuit, donc ça peut être pas mal, et ça peut être autre chose, et à la fin, faire un vrai tour violent pour voir ce qu'elle vaut. Vraiment. Un vrai tour très très brutal. En parlant de ça dans la cagnotte, en fonction du budget, je vais pouvoir vous faire choisir certaines choses. On va pouvoir choisir la configuration turbo, comme je vous avais dit, ça c'est un choix que j'aimerais bien vous laisser faire, en vous donnant tous les détails de toutes les architectures. Toutes les architectures m'intéressent, me plaisent. Par contre, c'est pas le même budget. Quand on passe un single à un twin turbo ou à un biturbo,
les budgets sont complètement différents. Et ça, je pourrais pas l'assurer si jamais on n'arrive pas à atteindre certaines sommes. On a aussi le kit NOS qui est toujours prévu. Évidemment, je vous en ai pas reparlé, mais le kit NOS est toujours prévu. On a après tout le système de freinage. Évidemment, si j'ai pas le budget, je vais pas pouvoir envoyer des trucs sévères. On a plein de choix, le choix des couleurs, le choix des jantes. Ça, c'est un truc qu'on pourra faire ensemble, pareil, en fonction des budgets. Donc j'aimerais bien que ce soit un peu un projet, on va dire, interactif. Ce qui nous permettrait de faire des choix ensemble sur certains détails. Moi, je vous propose une palette de choix. Par exemple, la boîte en H, je peux peut-être créer un système pour la passer en boîte séquentielle. Clac, clac. J'ai déjà réfléchi au sujet. Je sais déjà comment peut-être pouvoir le faire. Donc, ce sont des choses faisables. Par contre, ce sont des choses qui me demanderont un certain budget ou qui me demanderont beaucoup de temps. Donc tout ça, on peut le faire ensemble, mais évidemment, ça dépendra du budget qu'on arrivera à en sortir si je fais cette cagnotte. Niveau t-shirt, on choisira ensemble, évidemment, ce qui vous plairait le plus à avoir dessus. La boutique en ligne, après, elle ouvrira beaucoup plus tard, mais comme ça, on aura déjà un aperçu. Les stickers, j'avais ça qui était pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. En faire des spéciaux uniquement pour la cagnotte, etc. Faire des trucs vraiment bons. Donc écoute, si ça vous intéresse, je pense faire ça pour janvier ou février. Je pense l'ouvrir, la cagnotte, pour janvier ou février. J'y réfléchis encore. J'attends aussi d'avoir l'ouverture de l'entreprise pour pouvoir avoir encore plus de pièces pour la voiture. Des jantes à 1000 €, admettons. Et là, plutôt que de les payer 1000 €, on les payerait 800 €. Etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire une cagnotte maintenant, et de perdre les 20% de toutes les pièces que je vais acheter, attendre d'avoir l'entreprise et hop, de toucher les 20% en plus, ce qui fait que on optimise encore plus le projet. Ce serait vraiment cool. Donc pour l'instant, je réfléchis un peu à tout. Je regarde un peu tout, j'essaye d'avancer un peu, même si en ce moment j'ai pas trop le moral. J'essaye d'avancer un peu, je regarde en ce moment exactement ce qu'on pourrait faire pour que ça vous plaise le plus possible. J'ai envie que vous fassiez partie réellement de ce projet et que vous ayez votre avis sur plein de choses. Et c'est super cool. D'ailleurs, c'est grâce à un commentaire, ça. Il y en a un qui m'a demandé si je faisais un projet interactif, en gros un projet où tous ensemble on choisirait tout. Eh ben oui, j'y avais pensé cet été. D'ailleurs, j'ai oublié entre-temps, mais ça, ce sera vraiment bien. Par exemple, on se fie un budget, on choisit une catégorie de voiture. Par exemple, hypercar, supercar, muscle car, pick-up, berline, citadine, admettons. On choisit un thème. On choisit une architecture moteur, on choisit un type de moteur V8, V10, V12, V6, twin turbo, machin. La transmission, ça va être compliqué de choisir en fonction de l'emplacement du moteur. Et après, évidemment, on choisit un style visuel. Et ça pourrait être vraiment cool. Donc ouais, j'ai quand même pas mal d'idées pour la suite, en plus des choses que j'avais prévues. Et ça pourrait être vraiment cool. Donc à voir avec vous pour la suite. Mais de toute façon, c'est la BMW. Une fois que la BMW, on ouvre une cagnotte, si ça arrive, c'est 100% du temps BMW. 100%. Pour qu'on puisse atteindre l'objectif 2023, fin 2023, fini, le projet fini. Le projet fini. D'ailleurs, avec Benjamin Workshop, on a vu pour que j'essaye de faire partie de l'époque auto 2023. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc il y aura soit la BMW si jamais j'ai vraiment avancé dessus, si jamais elle est vraiment finie, etc., etc. Soit la Manta à l'époque auto. Donc pour l'instant c'est pas encore de l'acté sûr, mais je pense que ce sera le cas. Je pense que je viendrai et que je viendrai sûrement avec la Manta ou avec la BMW. Tout dépendra de l'avancement de la BMW. Mais ça serait hyper cool. Enfin on pourrait voir en vrai une des créations de Madforge Motor, ça pourrait être vraiment cool. En tout cas avec celle-là, j'essaye de vous préparer les essais le plus tôt possible. Là, s'il fait beau cette semaine, je vais essayer de me bouger un peu le fion, ce que j'ai du mal à faire en ce moment, pour la faire rouler, parce que là le moteur il marche super, tout est bon, tout est bien. J'ai plus qu'à faire un tour. J'en ai déjà fait un, mais j'en ai fait un à basse vitesse. Donc là, faire un tour à un peu plus haute vitesse, pour voir s'il y a des défauts réels. Ensuite, le timelapse tombera d'ici très très peu de temps parce que elle est terminée. Clairement, elle est terminée. Il reste des détails, mais clairement, elle est terminée. Donc là, on aura la construction complète de A à Z en 20 minutes. Je vais essayer de faire ça. Et comme ça, ce sera vraiment cool. Mon frère arrive le 18, à peu près 17-18. On commencera aussi à faire le trailer. Parce qu'évidemment, à chaque fois que je sors un véhicule, on va essayer de faire un trailer, une mise en scène, un truc sympa. On a déjà prévu un petit scénario
tout sympathique. Alors évidemment, on n'est que des amateurs à la zob, tu vas me dire, mais il y a moyen de faire un truc vraiment sympa. Évidemment, la BMW aussi à la fin aura son propre scénario. À chaque fois que je vais essayer de sortir un véhicule, de faire un scénario. Et je pense que ça pourrait être vraiment cool. Bah écoute, je te remercie une fois de plus d'être là. Voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment chouette. J'essaye de te donner le plus possible. Je te donne ce que je peux te donner. Donc sois pas trop déçu si jamais tu vois pas trop d'avancement en ce moment, parce que il y a des moments où voilà, on n'a pas forcément la forme, mais rien n'est perdu, tout avance quand même, tout avance quand même. J'essaye d'avancer quand même un minimum pour qu'on puisse voir la suite des projets. La BMW, comme je te dis, je vais m'arracher le fion pour que fin 2023 elle soit terminée. Ça, ce serait vraiment le feu. Et quand on ira faire des essais sur piste, peut-être avec toi, ça va être vraiment, vraiment cool. Donc je pense que ça va être chouette.